Bonjour, nous y voilà. Nous disposons maintenant de tous les outils et de tout le savoir-faire nécessaire pour calculer une carte de densité électronique et construire un modèle tridimensionnel de la macromolécule qui nous intéresse. C'est ce modèle qui est l'objet exploitable en biologie. Entre l'obtention de la première carte de densité électronique et l'évaluation du modèle final, on ne peut pas réellement distinguer d'étapes. Il s'agit d'un processus continu, comme nous allons le voir maintenant. Selon la méthode utilisée pour calculer les phases initiales, les cartes de densité électronique n'auront pas les mêmes caractéristiques. Dans le cas d'un remplacement moléculaire, l'utilisation d'un modèle fait partie du processus même d'obtention des phases. Donc, dès la première carte, nous disposons d'un modèle. Pour le moment, intéressons-nous à la carte de densité électronique obtenue par une approche expérimentale, c'est-à-dire en utilisant un signal isomorphe ou un signal anomale. Quelle que soit l'origine des phases, la construction du modèle part de la carte de densité électronique qui constitue notre résultat expérimental avec des limitations. Ces limitations, ce sont les erreurs associées aux phases qui peuvent venir des coordonnées x, y, z des atomes lourds ou des diffuseurs anomaux, des amplitudes des facteurs de structure mesurés, des différences de maille quand on enregistre des données de cristaux différents. Dans tous les cas, ces erreurs se traduisent par ce qu'on appelle une erreur de fermeture. Par exemple, vous avez ici Fp qui vient des données natives, Fph qui vient des données contenant un atome lourd et Fh qui correspond au facteur de structure calculé à partir des coordonnées de l'atome. Vous voyez que le triangle formé par ces trois vecteurs ne ferme pas. Nous pouvons tracer un petit vecteur, epsilon, que nous appelons l'erreur de fermeture et qui est une fonction de la phase calculée. Nous écrirons que epsilon égale Fph observé moins Fph calculé. Cette erreur de fermeture est utilisée pour définir une distribution de phase, c'est-à-dire une fonction qui attribue une probabilité à chaque valeur possible de la phase. On considère généralement que le centroïde de la distribution est la meilleure estimation de la phase. C'est donc cette valeur de phase qu'on utilise dans le calcul de la carte de densité électronique. La forme de la distribution permet également d'estimer l'erreur sur la valeur de la phase, appelée delta alpha. Plus delta alpha est faible, meilleure est la qualité des phases, et donc meilleure sera la qualité de la carte de densité électronique calculée avec ces phases. Plutôt que delta alpha, on utilise la valeur m égale cosinus de delta alpha, appelée facteur de mérite. Si m égale 1, alors il n'y a pas d'erreur de phase. Si m égale 0, toutes les phases sont équiprobables. Et si m égale 0,5, l'erreur de phase est estimée à 60 degrés. Revenons maintenant sur le principe de la boucle itérative d'amélioration des phases. Quelle que soit la méthode utilisée, les erreurs associées au premier jeu de phase expérimentale sont grandes, voire très grandes. Dans le calcul de la carte de densité électronique ρ de x, y, z, on utilise le facteur de mérite m comme coefficient de pondération. Ainsi, une réflexion associée à une phase de mauvaise qualité aura un facteur de mérite faible et affectera moins la qualité de la carte de densité. De même, nous pouvons calculer des facteurs de structure f, h, kl à partir de la densité électronique en chaque point x, y, z. Avec ces facteurs calculés, nous pouvons à nouveau calculer une carte de densité électronique. Mais en bouclant de cette manière, il ne va rien se produire d'autre qu'une alternance entre les réflexions et la carte de densité électronique par transformée de Fourier et transformée de Fourier inverse. Notre objectif est d'avoir une carte de densité électronique de qualité optimale pour faciliter la construction du modèle tridimensionnel. Mais comment améliorer nos phases ? La première carte de densité électronique calculée utilise les facteurs de structure mesurés F, H, Kl et les phases calculées. Les facteurs de structure ne sont pas modifiables puisqu'ils correspondent à notre mesure expérimentale. Par contre, un paramètre modifiable est la carte de densité électronique elle-même. À partir d'une carte ρ de x, y, z modifiée, nous pouvons calculer un nouveau jeu de facteurs de structure et de phases que nous combinons avec les facteurs de structure observés et les phases calculées au cycle précédent. Si la modification améliore les phases, alors les écarts associés diminuent
et nous procédons par itération jusqu'à convergence. Il existe toutes sortes d'approches statistiques dans ce processus d'amélioration des phases. Pour illustrer cette étape, une modification représentative est le nivellement du solvant. Vous voyez ici une section de cartes de densité électronique telles qu'on les représentait il y a quelques années et qui a l'avantage de bien mettre en valeur le contraste. Vous voyez des régions denses, riches en électrons. Il s'agit des régions dans lesquelles se trouve la protéine. Tout autour, vous voyez des régions peu denses. Il s'agit des régions correspondant aux canaux de solvant. En fait, ce type de carte avec des régions denses bien définies est déjà un critère de validation des phases. En effet, avec des phases erronées, on trouverait de la densité répartie de façon aléatoire. Mais puisque le solvant est désordonné, la densité électronique dans cette région devrait être homogène. La densité que nous observons ici reflète donc une partie de l'erreur associée aux phases. Le nivellement du solvant consiste d'abord à dessiner un masque, comme celui-ci, autour des zones denses. Puis, on attribue une valeur constante à la densité dans les régions extérieures au masque, c'est-à-dire les régions du solvant. À partir de cette carte de densité électronique modifiée, nous pouvons calculer un nouveau jeu de facteurs de structure et de phase qui seront nos premières phases améliorées, associées à des facteurs de mérite plus élevés. Après combinaison avec les données expérimentales, nous calculons une nouvelle carte appelée carte nivelée. Il reste des traces de densité, parce que les phases sont toujours partiellement erronées, mais l'amélioration est nette. Et surtout, la qualité de la densité électronique dans les régions denses s'est aussi améliorée. Et c'est ça qui nous intéresse. Grâce à cette amélioration, nous pouvons commencer la construction du modèle. Les étapes de la construction vont être la squelettonisation de la densité, la construction de la chaîne carbonée, la construction d'un modèle polyalanine, le choix de la direction de la chaîne, la construction des chaînes latérales, et on continue à construire le modèle tant qu'il est possible d'ajouter des résidus dans la carte de densité électronique. Ensuite, on affine le modèle de manière computationnelle avant d'utiliser les informations issues du modèle pour calculer une nouvelle carte de densité. Voyons cela de plus près. Vous avez ici une fenêtre du logiciel Qt disponible dans la suite CCP4. Vous voyez une carte de densité électronique, résultat d'une amélioration des phases. Dans cet exemple, la résolution est de 2,5 angstroms, ce qui est optimal pour la construction. Ceci dit, même avec une bonne imagination, il faut reconnaître qu'il est difficile de reconnaître des atomes ou des résidus dans cette carte. Commençons par la génération d'un squelette. Dans Qt, un outil calcule la connectivité dans la carte de densité électronique. Le résultat de ce calcul apparaît sous forme de lignes continues dans la carte. Ces lignes forment un squelette qui va nous guider pour les étapes suivantes. Par exemple, ici, on repère assez clairement une hélice alpha. Un autre outil de Qt permet de passer automatiquement du squelette à une chaîne polypeptidique principale. Cet outil permet de repérer des structures secondaires, mais pas la direction de la chaîne. Et c'est pour ça qu'ici, vous voyez deux possibilités pour chaque hélice. Concentrons-nous sur l'hélice centrale. Nous pouvons utiliser à nouveau un outil de Qt pour transformer le squelette alpha en chaîne polypeptidique de type polyalanine. Voici la polyalanine obtenue à partir de la chaîne violette, et voici celle obtenue à partir de la chaîne rose. Lorsqu'on compare les deux chaînes polypeptidiques, on constate que la direction de la chaîne représentée en rose est compatible avec le positionnement des chaînes latérales, alors que celle qui est représentée en violet ne l'est pas. Pour cette raison, on choisit la chaîne rose. À partir de ce modèle partiel, nous pouvons calculer des facteurs de structure Fcalc et des phases. En début de construction, ces valeurs calculées sont combinées aux données expérimentales. Puis, quand la portion de modèle construit est suffisante et que le modèle est devenu suffisamment fiable, seules les phases calculées à partir du modèle sont utilisées, et ce afin de favoriser la convergence. L'étape d'affinement commence alors, et c'est ce que vous allez voir dans la prochaine séquence.